Pendant que votre thé infuse ou que votre café coule, enfin disons que comme vous avez quelques minutes devant vous, ça vous dirait qu'on cause un peu bouquin? Le temps d'un bon quart d'heure? Bienvenue dans ce premier numéro des causeries. Et aujourd'hui, pour célébrer cette neige tardive, tentons de la retrouver dans nos pages à travers 3 ouvrages qui la mettent en scène. Nous allons commencer par parler de La fille de l'hiver, de l'autrice américaine Eowyn Ivey, traduit en français par Isabelle Chapman, publié aux éditions Fleuve en 2012 et dans sa version poche aux éditions 10-18 depuis 2013. Ce roman se positionne dans une longue tradition de réécriture du conte populaire russe La fille des neiges. Si vous l'avez déjà croisé, il se peut que cela soit sous la forme d'un album jeunesse, car il est aussi populaire dans cette littérature que La petite sirène d'Andersen ou encore Réponse des frères Grimm. Alors là, il faut que je résume le conte. Allez, vite fait. Un paysan et sa femme se désolent de ne pas avoir d'enfant. Un jour d'hiver, pour se distraire, ils décident de fabriquer un bonhomme de neige. Celui-ci prend vie. C'est une belle petite fille qui grandira rapidement et fera le bonheur de ses parents. Lorsque le printemps arrive, la jeune fille manifeste des signes de langueur. Tentant de lui remonter le moral, ses amis l'invitent à danser au cœur de la forêt. Elle s'amuse, la fille de neige restant toujours en arrière, puis elle l'entraîne à sauter par-dessus un feu de joie. À ce moment, elles entendent un cri et, se retournant, elles découvrent que leur compagne a disparu. Elles la chercheront partout sans succès, la fille des neiges a fondu, il n'en est resté qu'un flocon de brume flottant dans l'air. Sneguruchka, littéralement la fille née de la neige, serait apparue dans le folklore russe à partir du XVIIIe siècle. Mais les académiciens n'en sont pas certains. Alexandre Afanassiev en a d'ailleurs répertorié une version, sous le titre de Sneguruchka et la renarde, dans la première partie de ses contes populaires russes. Notons au passage que le renard est un élément redondant dans les contes slaves et a son importance dans la version contemporaine qui nous intéresse. Cette tradition de l'adaptation, on la retrouve surtout du côté de la musique, notamment grâce à la musique de scène Sneguruchka de Piotr Ilyich Tchaïkovski, composée en 1873 à partir de la pièce de théâtre de Ostrovsky, de la même année, dont Nikolai Rimsky-Korsakov tirera un brillant opéra environ 10 ans plus tard. Voilà, nous venons en quelques secondes de vous composer une belle playlist pour votre lecture du roman contemporain. Mais revenons à nos flocons et parlons un peu de La fille de l'hiver de Eowyn Ivey. Bon alors là, je te mets la 4e de couverture. 1920. Pour oublier la mort de leur bébé, Mabel et Jack s'exilent en Alaska. Mais sur ces terres sauvages, le couple s'enferme dans sa douleur, jusqu'à ce soir d'hiver où ils sculptent un bonhomme de neige. Une petite fille apparaît près de leur cabane, talonnée par un renard roux. Hallucination, miracle, et si cet enfant farouche était la clé d'un bonheur qu'ils n'attendaient plus. La structure de ce roman a beau être assez classique, 3 parties pour les 3 périodes essentielles du conte russe originel, la subtilité de sa réécriture tient dans l'énigme impossible à résoudre qu'elle met en place. La fille de l'hiver, c'est cette créature enchanteresse dont on ne saura jamais si elle est un personnage réel ou une apparition féerique. Là où le conte traditionnel posait un cadre féerique bien précis, le roman de Eowyn Ivey laisse libre cours à l'interprétation tout en assumant ses origines très clairement. Notamment par la mise en abîme du conte dans un livre illustré que possède Mabel et qui influencera fortement sa manière d'aborder la jeune fille. Les croyances de Mabel seront quant à elles largement remises en cause par Jack, dont le lourd secret pourrait expliquer davantage les origines de la fillette. Cette incertitude enrichit tout le long du récit en fait une lecture fort agréable, même pour les lecteuristes déjà initiés. Le matériel du conte permet à l'autrice d'introduire avec intelligence des thématiques plus contemporaines, comme la place que l'on prend dans la société, en passant par l'accomplissement de soi, ou encore la reconstruction après un drame personnel. En choisissant de ne jamais ancrer son narrateur dans les pensées de la fille de l'hiver, mais plutôt en alternant les points de vue internes des personnages qui la rencontrent, l'autrice replace les relations humaines comme élément essentiel à l'histoire, au cœur d'un environnement aussi envoûtant que hostile. Cette émancipation du matériel originel, on la constate aussi à travers l'utilisation du motif du renard. Si cet élément emblématique du conte traditionnel est effectivement repris, sa disparition brutale marquera un tournant dans la construction du récit. La figure du renard fabuleux laissera alors sa place à l'humain et au désir, une autre sorte de feu, n'est-ce pas ? On peut d'ailleurs terminer en soulignant la délicatesse avec laquelle la thématique de l'amour est abordée, tout en pudeur et en retenue, sans être exempté de cruauté, mais toujours saupoudré d'espoir. Amour filial, amical ou conjugal, il s'agit bien là de la thématique principale de ce roman. Mabel et Jack, en choisissant de s'isoler du monde dans une nature sauvage et peu accueillante, vont être ironiquement confrontés aux autres, pour finir par former une meute bon an mal an et construire l'amour comme une sereine harmonie.
En bref, que cela soit dans la construction maîtrisée et délicate des personnages que dans la structure mêlant conte et modernité, ce roman séduit de la première à la dernière page. Si elle n'est pas d'une complexité folle, l'intrigue révèle des personnages profonds et hauts en couleur qu'il fait bon d'accompagner. Son écriture tout en finesse et en humanité est quant à elle tout à fait envoûtante. Il s'agit d'une réécriture moderne, pleinement réussie et convaincante. Pour aller plus loin et pour la beauté du geste, je vous recommande grandement la lecture de La Fille des Neiges de Jack London. Bon, ce roman n'a rien à voir avec le conte traditionnel russe, mais il représente tout de même le tout premier roman, publié en 1902, de cet auteur emblématique du Grand Froid. La coïncidence était trop belle pour ne pas être mentionnée. Changement de cap pour notre deuxième livre, puisque nous allons parler de Neige de Maxence Fermine, un roman court de 96 pages publié en 2001 aux éditions Point. La neige est un poème qui tombe des nuages en flocons blancs et légers. Neige, c'est un voyage de 96 pages au pays de la poésie, un conte initiatique raffiné et élégant. Neige, c'est un conte en 3 parties et 54 chapitres à l'élégance parfaite. Et pour les lectrices, c'est aussi une splendide découverte de l'univers du haïku, cette forme poétique japonaise si intrigante. Du coup là, je te fais un petit point rapide sur le haïku, non ? Allez. Le haïku, c'est, pour paraphraser Roland Barthes, l'art du bref. C'est en quelque sorte le descendant du haikai, c'est cette forme de poésie populaire japonaise du XVIe siècle fondée sur l'humour et la spontanéité. Plus concrètement, un haïku c'est un poème court composé de 17 syllabes réparties sur 3 vers, visant à dire et célébrer l'évanescence des choses. Il doit contenir un élément se référant à l'une des 4 saisons et disposer d'une césure. Oui, alors ça paraît complexe, mais n'oubliez pas que souvent, pour citer Charles Baudelaire, lorsque la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Pour résumer l'histoire grossièrement du haïku, c'est le maître Matsuo Basho qui lui donna ses heures de gloire au XVIIe siècle et il sera définitivement anobli par Masaoka Shiki au XIXe siècle. Il débarquera définitivement en Occident au début du XXe. Si vous souhaitez découvrir des haïkus occidentaux, je vous conseille la lecture du recueil fulgurant de Paul Éluard, Pour vivre ici, de 1920, ou encore les poésies flash de Blaise Cendrars. Plus surprenant encore, vous pouvez retrouver aux éditions Bruno Doucet une anthologie intitulée En pleine figure, composée de haïkus de poilus, écrits au front pendant la guerre de 14-18. Preuve, s'il en fallait encore une, que le haïku est bien l'art de l'évocation, de l'instantané et de l'hommage. Ce petit point étant fait, revenons à nos flocons et parlons enfin de Neige de Maxence Fermine. Comme d'hab, je te mets la 4e de couverture du coup. À la fin du 19e siècle, au Japon, le jeune Yuko s'adonne à l'art difficile du haïku. Afin de parfaire sa maîtrise, il décide de se rendre dans le sud du pays, auprès d'un maître avec lequel il se lie d'emblée, sans qu'on sache lequel des deux apporte le plus à l'autre. Dans cette relation faite de respect, de silence et de signes, l'image obsédante d'une femme disparue dans les neiges réunira les 2 hommes. Obsédé par la neige, Yuko prendra 7 longues années à écrire 590 haïkus à propos de cette dernière. Sa poésie est blanche et délicate et d'une grande érudition, à tel point que le conseiller de la cour de l'empereur viendra le voir pour devenir poète officiel, mais en lui soumettant l'injonction d'introduire de la couleur dans sa poésie. Il n'apprendra réellement à saisir l'essence du haïku qu'à la fin d'un voyage initiatique bouleversant, au cours duquel il fera la connaissance de maître Soseki, qui, par-delà sa cécité, va lui enseigner l'art de la couleur. Apprendre à insérer de la couleur dans sa poésie, c'est apprendre à saisir les choses, à saisir le printemps, l'été et l'automne au même titre que l'hiver. Bref, à embrasser le monde concret plutôt qu'à le réduire à un idéal fantasmé. La 3e partie du roman, qui ne sera que brièvement évoquée ici, parce qu'il faudrait quand même vous laisser un peu le plaisir de la surprise, peut être lu comme une définition philosophique de la poésie des haïkus. Yuko va être confronté à des personnages illusionnés, en quête eux aussi de l'absolu. Soseki, son maître poète, s'éloigne du réel jusqu'à en perdre la vue. Il ne peut donc plus profiter de l'instant présent glorifié par la philosophie zen du haïku. Tandis que Neige, la défunte funambule dont il croisera la route morbide au détour d'une tempête, s'éloignait des choses tangibles pour se retrouver littéralement la tête dans les nuages, amenant la chute vertigineuse qui la tua. Il appartiendra à Yuko de comprendre qu'il faut renouer avec la réalité du monde auquel il tournait obstinément le dos avec ses haïkus sans couleur. En construisant son roman sous la forme d'un parcours initiatique, Maxence Fermine utilise la neige et la nature, qu'elles soient minérales et humaines, pour illustrer toute la philosophie zen que le haïku incarne. Ce roman est un hommage non pas à l'amour, même s'il est une thématique bien présente, mais le cantonner à l'expression de l'amour, ça serait le réduire terriblement, mais bien un hommage à la poésie de l'instant, à la fulgurance du réel et des ressentis
concret. La forme même du récit cristallise cette initiation. Les courts chapitres se succèdent délicatement, ils sont ponctués de citations des grands maîtres hajjin et renferment des manifestations poétiques à couper le souffle. Notons d'ailleurs avec délice que le dernier chapitre n'est autre qu'un haïku dont le mot clôture est bien évidemment neige. Ce roman de Maxence Vermine est souvent décrit comme beau et simple. Alors, beau, il l'est, ça c'est évident, mais je ne peux pas laisser dire qu'il est simple. L'élégance n'est pas simple, elle est érudite et subtile. Sa force est sans doute de paraître d'une évidente simplicité, alors que chaque relecture nous apporte un plaisir décuplé. Avec Neige, la littérature revient à l'appréhension sensorielle des choses. Elle épouse la poésie et elle dévoile le monde. Ouais, c'était un peu lourd cette phrase, mais on la garde quand même parce qu'il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, si on finissait ensemble sur quelque chose d'un peu plus lourd, vous savez, cette revue littéraire que, si vous la positionnez en début de podcast, vous avez déjà perdu la moitié de votre auditoire, alors que finalement, ça en vaut clairement la peine. Bon, alors là, je te mets une musique à suspense. Et si nous parlions un peu de La Neige de Yves Bonnefoy? Mais si, ça va être sympa. Allez, on essaye. C'est vrai que ce monsieur, Yves Bonnefoy, c'est un peu un cauchemar redouté par les lycéens et lycéennes. Une poésie à l'apparente complexité qui effraie rien que de nom. Yves Bonnefoy. Encore une fois. Yves Bonnefoy. Alors déjà, RIP pour les lycéens et pour les futurs enseignants, puisque Yves Bonnefoy est aussi quelquefois programmé aux épreuves de l'agrégation littéraire, parce qu'il est vrai que c'est un sacré défi que d'étudier sa poésie. Mais nous, lectrices libres perdus dans le plaisir, est-ce que nous sommes tenus à la dissertation? Qu'est-ce qui nous empêche une lecture naïve et sensible? Rien, si ce n'est peut-être les ombres de nos propres peurs du ridicule. Alors stop, oubliez tout ça, laissez-vous tenter en gardant juste en tête la question du « pourquoi c'est là ça ?» ou encore « tiens, ça me fait quoi maintenant cette lecture ?» Pour ce qui nous intéresse ensemble, c'est largement suffisant. Aujourd'hui, et pour notre célébration de la neige, il faut simplement savoir 2-3 petites choses sur ce grand nom de la poésie française. Yves Bonnefoy est de cette génération marquée puissamment par le surréalisme et par le temps de l'après-guerre de 1945. Son premier recueil paraîtra en 1953 sous le titre « Du mouvement et de l'immobilité de Douve » aux éditions Mercure de France. Maison d'édition qui le publiera jusqu'à son dernier ouvrage en mai 2016 avec L'écharpe rouge. Yves Bonnefoy est mort en juillet 2016 à l'âge de 93 ans. Il a reçu tellement de prix et de distinctions littéraires que les énumérer serait proche de l'indécence. Retenons simplement qu'il s'agit surtout d'un des poètes majeurs de la seconde moitié du XXe siècle et de notre siècle. Yves Bonnefoy est l'écrivain de la présence. Présence au monde, présence dans le réel qui perce dans tous les interstices entre les choses. Il célèbre la majesté des choses simples. Il utilise les creux du langage, la force de l'évocation pour rendre hommage au concret. Celui qui est là, dans le vide ou l'absence des choses, il exècre la parole conceptuelle comme outil poétique. Pour lui, le concept n'a rien à faire en poésie. Le poète doit être présent au monde par la forme et le son qu'il donne à son discours. Alors, je n'en suis absolument pas une experte et je ne l'ai malheureusement jamais étudiée à l'école. Pourtant, sa lecture est toujours pour moi un moment précieux, un moment qui me ramène au monde et qui active ma mémoire sensorielle. C'est pour ça que je vous invite à en faire de même, en laissant vos angoisses de côté. La lecture est affaire de perception, pas de connaissance ou d'érudition. Personne ne vous demande de tout saisir, de tout comprendre. Vous êtes libre. Cette expérience de lecture que je vous invite à faire, vous pouvez la réaliser très simplement avec Début et fin de la neige, publié maintenant chez Gallimard à la suite du recueil Ce qui fut sans lumière dans leur collection Poésie. Parce que ce petit recueil, Début et fin de la neige, est à la fois une splendide expérience de lecture sensorielle, mais c'est aussi une très belle façon de recevoir le manifeste poétique de Yves Bonnefoy. Début et fin de la neige, c'est une entrée dans l'écriture de l'évocation, quand le poète saisit l'éphémère. Alors là, c'est un petit extrait. Les pommes. Et que faut-il penser de ces pommes jaunes? Hier, elles étonnaient d'attendre ainsi, nues, après la chute des feuilles. Aujourd'hui, elles charment tant leurs épaules sont modestement soulignées d'un ourlet de neige. Ce qui nous fascine avec le phénomène de la neige, nous, compagnons de climat tempéré, c'est bien son caractère éphémère. C'est ce caractère que Yves Bonnefoy illustre. Il le suggère d'ailleurs directement en contrat de lecture, puisque le titre même du recueil est bien « Début et fin de la neige ». Yves Bonnefoy nous offre l'expérience de l'immédiateté, expérience qui est pour lui au commencement de toute forme de poésie. Un deuxième petit extrait. Le peu d'eau. À ce flocon qui sur ma main se pose, j'ai désir d'assurer l'éternel en faisant de ma vie, de ma chaleur, de mon passé, de ces jours d'à présent,
un instant simplement, cet instant-ci sans borne. Mais déjà, il n'est plus qu'un peu d'eau qui se perd dans la brume des corps qui vont dans la neige. Être poète, pour Yves Bonnefoy, c'est restaurer la présence au monde dont le langage conceptuel nous prive. Si vous faites cette expérience de lecture, vous tomberez alors sur un poème intitulé « La seule rose » et qui se clôture ainsi. La neige piétinée est la seule rose. Dans ce seul petit vers réside toute la poésie de Yves Bonnefoy. Écoutons ce qu'il nous disait en 2001 lors d'une conférence intitulée « La parole poétique » donnée à l'Université de tous les savoirs. La rose ne dure qu'une journée, voire l'espace d'un matin, c'est bien connu. Mais les concepts de fleurs, de pétales, d'épines, qui permettent de caractériser une rose, sont nés chacun étant des concepts hors du temps et ne peuvent pas en revivre l'expérience. Ils ne pourront donc pas nous permettre de participer de l'intérieur de nous-mêmes au flétrissement qui, fatalement pourtant, se produit dans toute rose réelle. Essayons alors de dire le flétrissement comme tel, la même pensée par concept, s'attachant à l'idée du flétrissement, ne formulera qu'une généralité encore. Et voici la personne humaine qui a pourtant à vivre et comprendre son propre rapport au temps qui passe, au vieillissement, à la mort. Voici cette personne laissée par sa propre pensée, sans possibilité de mener jusqu'au bout cette expérience de soi qui pourrait pourtant lui permettre, en retour, de percevoir ce que les autres êtres sont pour eux-mêmes. En écrivant « La neige piétinée est la seule rose », Yves Bonnefoy invoque l'évidence de l'ici et du maintenant. La neige piétinée n'est pas un concept comme le flétrissement de la rose, c'est une évidence visible et sensorielle, une intuition de présence. S'il réfute le concept, Yves Bonnefoy croit à l'évocation. Dans Début et fin de la neige, il la met en scène à travers l'utilisation des couleurs qu'il rend à la neige. Les couleurs des pommes, des sapins, du ciel bleu, tout ce qui appartient à l'ordre du visible. Et peu à peu, la neige se transforme en lumière, la lumière chaude des flambeaux, du miel et des abeilles. Dernier extrait. Je fais tomber un peu de sa lumière, et soudain c'est le pré de mes 10 ans. Les abeilles bourdonnent. Ce que j'ai dans les mains, ces fleurs, ces ombres, est-ce presque du miel? Est-ce de la neige? Le rejet de la langue conceptuelle, affirmé par Yves Bonnefoy, me pousse à vous conseiller par-dessus tout la lecture de ces textes, car comment vous les expliquer autrement que par métaphore et donc par concept? Oubliez le monument culturel, oubliez même les concepts du poète et cette image étouffante que l'enseignement a fait de Yves Bonnefoy. Oubliez la Pléiade, les conférences, les prix, et en attendant que ces œuvres tombent dans le domaine public, rendez-vous en médiathèque sans crainte et expérimentez sa poésie. Tentez, vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez même le droit de ne pas y être sensible, mais il est dommage d'en avoir peur. Voilà, sur ces belles paroles pourtant tout à fait sincères, c'est ici que va s'arrêter notre numéro des causeries consacré à la neige, le temps d'un bon quart d'heure. Ce tout premier épisode vous est livré avec beaucoup d'appréhension, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le pouvez, afin de me donner vos impressions, vos suggestions et vos conseils, pour que ce podcast s'adapte aussi à vous. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro.